Voilà, donc on va commencer le règne d'Alexandre proprement dit, avec donc en première partie le roi de Macédoine et un prince d'abord associé au pouvoir de son père. Donc sous le règne de Philippe II, pour refaire un petit peu un rappel quand même, hein, grand roi évidemment, hein, le roi de Macédoine a étendu son hégémonie sur l'ensemble de la Grèce continentale. Philippe a vaincu les Athéniens à la bataille des Thermopyles en 352. Donc attention, rien à voir avec la bataille du même nom qui a opposé les Spartiates aux Perses pendant la guerre médique. Et il a surtout triomphé d'une coalition entre Athéniens et Thébains à la bataille de Chéronée en 338. Et durant cette bataille, en fait, Alexandre s'illustre, c'est son premier fait d'armes. Il a, euh, il a à peine 20 ans et il commande la cavalerie de l'aile gauche. Et il aurait d'ailleurs participé à la victoire en chargeant le bataillon sacré des Thébains, qui étaient les unités d'élite de la cité de Thèbes à l'époque. Donc après cette retentissante victoire, Philippe va fonder la Ligue de Corinthe, un système d'alliance, c'est-à-dire pro-macédonien, qui rassemble donc toutes les cités grecques sous commandement des Macédoniens, à l'exception de Sparte. Donc cette ligue a un double objectif, assurer l'hégémonie de la Macédoine en Grèce et surtout porter la guerre contre l'Empire perse. Voilà l'objectif d'emblée des Macédoniens. Donc en 340, Alexandre, alors âgé de 16 ans, et alors élève d'Aristote, est appelé à la cour de Péla, voilà, en forme de corégence, pour apprendre le fonctionnement de l'État. Alors c'est à cette époque-là qu'il aurait dompté Bucéphale, son fameux cheval, peut-être le cheval le plus célèbre de l'histoire. Bon, je rentre pas dans les anecdotes, voilà, mais enfin bon, il a dompté un cheval que nul n'arrivait à dompter. Ce cheval avait peur de son ombre, enfin, une belle histoire, et Bucéphale va l'accompagner jusqu'à sa campagne d'Inde, et d'ailleurs, pour l'anecdote, il va bâtir une cité à l'endroit même où son cheval est mort d'épuisement. Donc voilà, Alexandre se voit confier une forme de corégence pendant que son père part guerroyer, notamment le siège de Byzance, mais il est quand même entouré de conseillers expérimentés, notamment Antipater, qu'on retrouvera, lui, un pouvoir politique important sous le règne d'Alexandre et après. Donc il va recevoir son premier commandement militaire en 339, un commandement propre, avec des combats contre des tribus thraces, qui sont des peuples semi-barbares, on va dire, du nord de la Grèce, avec pour objectif donc le contrôle des frontières septentrionales de la Macédoine. Cette campagne victorieuse n'est pas tant une guerre, on va dire, qu'un raid, et ça aboutit à l'installation d'une garnison dans l'actuelle Bulgarie. Et c'est là où il entre en contact avec une tribu importante, ce qu'on appelle les Agrianes, qui sont en fait des javeliniers, donc des lanceurs de javelots, ce qu'on appelle des peltastes, pardon, d'élite. Donc c'est des troupes d'élite, des lanceurs de javelots qui vont accompagner Alexandre tout au long de ses campagnes. Donc des tribus apparentées aux Thraces. Là, au même moment, 339, il y a une intrigue en fait un peu compliquée, mais disons qu'il y a un satrape, donc un gouverneur de Carie, on est là en Asie mineure, qui veut marier sa fille euh, à un fils de Philippe, donc un demi-frère d'Alexandre. Alexandre refuse ce projet à l'aide de ses compagnons et en représailles, Alexandre et ses amis sont exilés pendant quelques mois, et d'ailleurs ses compagnons ne reviendront qu'à la mort de Philippe. Donc là où ça va partir en querelle avec son père, c'est que son père qui est polygame, bon, ça c'est un usage courant chez les souverains macédoniens, mais là il veut prendre comme seconde épouse légitime une dénommée Cléopâtre, c'est un nom courant, qui est la nièce d'un général très puissant qui s'appelle Attal, et cette Cléopâtre tombe rapidement enceinte. Donc c'est vu comme un concurrent potentiel, même si c'est un bébé, ça fait un héritier légitime. Et là, Olympia, c'est très 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 mécontente. Alexandre se querelle même assez violemment avec son père, et il est de nouveau, on va dire, contraint à l'exil. Il doit se réfugier dans sa famille, la famille de sa mère, en Épire.
Bon, la brouille ne dure pas, et d'ailleurs Alexandre sauve la vie de son père lors d'une confrontation contre les Tribales, qui sont une tribu là aussi, on va dire apparentée aux Thraces. Donc voilà, les relations ambiguës, amour-haine entre le père et le fils. Donc point suivant, c'est l'accession au pouvoir l'été 36. Donc ce qui va faire basculer l'histoire, c'est à l'été 36, Philippe II est assassiné. Donc pendant la cérémonie de mariage de sa fille Cléopâtre, donc la sœur de Alexandre, avec son oncle, ni plus ni moins, hein, Alexandre le Molosse, le frère d'Olympias. Mais c'est un peu compliqué cette histoire de matrimoniale. Mais bon, bref, en tout cas, il est assassiné pendant une cérémonie de mariage, poignardé par son propre garde du corps, on les appelle les somatophylaques, un dénommé Pausanias. Alors celui-ci, en fait, les historiens se sont intéressés un petit peu pourquoi Pausanias l'a poignardé. Alors je mets de côté pour l'instant un complot, mais en fait, il aurait subi un viol collectif. Oui, les mœurs étaient parfois un peu violentes à la cour macédonienne. Par justement des compagnons d'Attal. Et il aurait demandé une audience à Philippe, qu'il a repoussé, et donc il en développe une rancœur tenace et mortelle. Et il poignarde dans le dos, c'est le cas de le dire, Philippe. Sauf qu'il va jamais parler parce qu'en fait, il va être rattrapé par d'autres gardes de Philippe, hein, et il sera tué dans le feu de l'action. Alors évidemment, l'idée serait enfin, comprendre pourquoi il y a eu cet assassinat. Est-ce que c'est simplement Pausanias voilà, qui se venge, ou s'il y a un complot derrière? Alors évidemment, c'est tentant d'imaginer une machination qui implique Olympias, voire Alexandre, parce que on a compris, si on a bien suivi, que Philippe avait une nouvelle épouse et peut-être un nouvel héritier. Alors, peu d'historiens contemporains en fait considèrent que c'est plausible parce que enfin, tout montrait qu'Alexandre était quand même le successeur légitime de son père. Il avait déjà 20 ans, il avait déjà montré son sens de l'action militaire notamment. Donc, ça reste possible que Olympias soit à la tête du complot, Alexandre moins. Alors, il y a une autre hypothèse aussi séduisante, ce qui met en cause les Perses, parce qu'on a bien compris qu'avec la Ligue de Corinthe, Philippe II veut lancer une expédition en Asie mineure déjà contre les Perses pour libérer les cités grecques d'Asie mineure. Je vous épargne là aussi les détails, mais bon, Alexandre va jouer un petit peu sur cette propagande-là et accuser plusieurs fois les Perses d'avoir fait tuer son père. Donc c'est peut-être une propagande pour venir légitimer la guerre. Donc, comme il est d'usage, en fait, à la mort d'un roi, chez les Macédoniens, c'est l'assemblée des Macédoniens en armes, on va dire, donc les citoyens macédoniens, qui proclament officiellement le nouveau roi. Donc, en l'occurrence, Alexandre, qui reçoit le soutien d'un général de poids dénommé Antipater. Donc déjà, il faut savoir qu'il est roi des Macédoniens et non pas le roi de Macédoine. C'est intéressant, parce qu'il est le roi de sujet, on dirait, hein, mais il n'est pas le roi d'un territoire, donc roi des Macédoniens. Alors là, immédiatement, il veut imposer son pouvoir par la force, hein. Donc il fait tuer un cousin qui avait déjà été roi auparavant et que Philippe II avait évincé. Et pire encore, il part à un moment guerroyer une fois de plus au nord, à la frontière, et Olympias en profite pour faire tuer donc justement la dernière épouse en date, la jeune épouse, la dénommée Cléopâtre. Attention qu'on ne faisait pas Cléopâtre, la sœur d'Alexandre. Et elle fait tuer aussi le bébé qui s'appelle Europa, voilà, qui est égorgé dans les bras de sa mère. Voilà, Olympias se venge. Et pareil, un oncle de Cléopâtre, Attal, l'ambitieux, qui avait marié donc sa fille à Philippe, et lui aussi assassiné. Voilà, alors on ne sait pas si la reine mère a agi avec l'assentiment d'Alexandre. Voilà, donc il y a toute une litanie aussi d'assassinats, de purges, on pourrait dire, parmi des princes. Il y en a d'autres encore. Et donc voilà, bah, cette date-là, hein, il n'y a plus, on va dire, d'opposants crédibles au royaume. Alors, avant de se lancer dans la conquête de l'Empire perse, Alexandre va consolider les frontières septentrionales. Donc déjà, on rappelle bon, qu'il possède le titre du roi des Macédoniens. Il est également stratège de la Ligue de Corinthe.
Mais voilà, comme je disais, il doit d'abord assurer la sécurité du royaume, notamment donc contre les barbares. On n'est pas loin du Danube, hein, et d'autres en Illyrie, donc on dirait les Balkans. Parce qu'évidemment, ces tribus ont eu tôt fait d'apprendre la mort de Philippe, hein, qu'ils craignaient, un grand chef de guerre, et elles vont menacer la Macédoine. Et donc là, Alexandre va vaincre ces tribus, notamment les Gètes, qui sont en fait moitié Germain, moitié Thrace. Enfin voilà, il défait aussi d'autres tribus, les tribales dont on avait déjà parlé. Et il va donc même rencontrer des émissaires celtes, on dirait donc des Gaulois, on va dire plutôt des Celtes comme disaient les Grecs à l'époque, le long du Danube. Et donc ça va marquer la frontière septentrionale, hein, qui est fixée le long du Danube. Donc dans le même temps, il y a aussi des peuplades illyriennes, hein, qui étaient des farouches guerriers, des pirates également. Donc une tribu qu'on appelle les Dardaniens, qui vont là aussi mener des attaques au nord de la Macédoine. Et ils sont défaits donc par Alexandre. Donc voilà, on va considérer que hiver 336, été 335, Alexandre a définitivement consolidé sa frontière septentrionale face aux tribus barbares. Alors, point suivant, c'est la révolte des cités grecques. Car là aussi, la mort de Philippe II pourrait sembler être une aubaine pour les cités grecques qui se disent, voilà, c'est un enfant, un adolescent, on va se révolter contre la domination macédonienne. À voir aussi, derrière tout ça, il y a les Perses, hein, qui jouent un rôle, on va dire, d'entremetteur. Donc avec un nouveau roi, on parlera largement, c'est Darius III, qui va en fait susciter et financer même des révoltes des Grecs. Alors la première cité à se révolter, c'est la cité de Thèbes, donc qui a été vaincue, on se souvient, à la bataille de Chéronée en 338, donc c'est que 3 ans avant, hein. Et les Thébains en fait vont profiter des campagnes d'Alexandre, donc long du Danube là, pour se révolter. Sauf que la riposte d'Alexandre est foudroyante, hein. Il va voilà, foncer vers Thèbes, et il aurait dit, alors je vais vous épargner toutes les citations, mais celle-là elle est intéressante, il aurait dit selon Plutarque que donc les Athéniens, en l'occurrence un chef politique qui s'appelle Démosthène, me traitaient d'enfant quand j'étais en Illyrie, puis d'adolescent quand je suis entré en Thessalie, et je vais lui montrer que je suis un homme, voilà, au pied des murs d'Athènes. Bon, en tout cas, il marche à marche forcée vers les Thébains. Il mène un siège, et malgré une résistance farouche, la cité tombe à l'automne 335. Surtout que les Athéniens et les Spartiates sont pas venus en aide aux Thébains comme prévu au départ. Et Thèbes, qui a de nombreux ennemis dans la Ligue de Corinthe, est un peu lâché par l'ensemble des Grecs, et c'est Alexandre qui décide, mais voilà, c'est validé par la Ligue de Corinthe. La cité de Thèbes, hein, est littéralement rasée, et seuls sont épargnés la citadelle, également la maison natale de Pindare, hein, qui est un poète grec, le fameux auteur de la formule deviens ce que tu es quand tu l'auras appris, n'est-ce pas? Et donc sa population, celle de Thèbes, hein, elle est réduite à l'état d'esclavage. 30 000 personnes réduites en esclaves, les terres partagées entre les vainqueurs. Et alors selon la légende, après Alexandre serait pris de remords parce que en fait Thèbes était la cité, on va dire, protégée par Dionysos. Et donc il aurait, pour se faire pardonner, d'avoir quand même rasé cette cité, mené, enfin fait de nombreux sacrifices, cérémonies en l'honneur de Dionysos. Alors Alexandre va quand même épargner Athènes, qui a soutenu la révolte de Thèbes. Euh, et en clair, il l'épargne parce que bah, pour lui, c'est voilà le principal centre intellectuel de la Grèce. Et effectivement, bon, bah, évidemment, Athènes, qui est la patrie des philosophes. Donc voilà, eu égard à ça notamment, bon, il y a d'autres raisons plus politiques, mais enfin, il y a celle-ci aussi. Euh, alors, il va quand même demander à ce que lui soient livrés les meneurs, dont le fameux Démosthène, hein, donc surtout essayer de combattre à l'époque Philippe II, mais bon, en vain. Alors c'est dans ce contexte-là, on est là en
en hiver 335, il est à Corinthe, donc en Grèce centrale, et il va rencontrer un philosophe qui s'appelle Diogène, philosophe cynique, cynique, la même racine que cynos, le chien, hein, qui vivait nu dans un tonneau, hein, pour de vrai, hein, il vivait comme un ascète. Et Alexandre veut le voir parce qu'il est très renommé, et Alexandre arrive et en fait lui fait de l'ombre, littéralement, il lui cache le soleil. Et Diogène lui dit: ôte-toi de mon soleil. Voilà, une belle formule. Et là, Alexandre, on aurait pu croire que ça y est, il va le punir. Ben non, il a dit: si j'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène. Une manière de dire qu'en fait, si j'avais pas été un roi, un conquérant, j'aurais voulu être un philosophe. Bon, voilà, on y reviendra. Donc à la même période, Alexandre se rend aussi en pèlerinage à Delphes, donc le grand centre panhellénique, hein, principal centre religieux du monde grec. Et là, en fait, il cherche à évidemment rencontrer la Pythie, hein, celle qui fait l'oracle, au nom d'Apollon. Sauf que pendant les mois d'hiver, la Pythie n'est pas disponible et qu'Alexandre, selon la légende, l'aurait prise par le bras pour la mener violemment et en disant, voilà, fais-moi une prophétie. Et là, elle aurait dit: oh mon fils, tu es irrésistible. Mais en fait, Alexandre a pris au pied de la lettre en croyant que c'était l'exclamation d'un oracle. Donc l'oracle lui aurait dit: tu es irrésistible, tu vas pouvoir vaincre le monde entier. Voilà pour cette partie sur le début du règne d'Alexandre et on va dire la soumission de la Grèce.